Acteurs de la formation sur mesure, créateurs de solutions marketing et communication, spécialistes en ingénierie, conseil, ce sont leurs vécus, leurs aspirations et leur engagement que vous allez découvrir dans ce podcast. Leurs histoires sont uniques et se construisent au fil des rencontres, des opportunités, des projets et des défis relevés. Alors découvrez leur parcours et leur quotidien, là où chaque détail compte et où la persévérance se transforme en excellence. Écoutez les récits de celles et ceux qui accompagnent les organisations dans un monde en constante évolution. Bienvenue dans Itinéraire singulier by Tacoma. Le monde du digital learning n'était pas du tout dans sa ligne de mire quand Amélie a commencé sa carrière. 20 ans après s'être lancée dans ce secteur, elle est directrice de projet et ingénieure pédagogique chez Tacoma. Alors, comment passe-t-on d'une licence de russe à directrice de projet en digital learning ? Eh bien, c'est ce qu'on vous raconte dans cet épisode. Bonjour Amélie. Bonjour. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Amélie, si vous le voulez bien, est-ce que vous saviez ce qu'était le digital learning quand vous êtes tombée dessus ou dedans ? Je ne sais pas trop comment le dire. Un peu par hasard, je crois. Alors, étudiante, je n'avais aucune idée de ce qu'était le digital learning. D'ailleurs, je ne savais pas que ça existait. Je l'ai découvert en entrant sur le marché du travail. Donc, en 2003, les outils informatiques et la formation professionnelle n'étaient pas associés et ce n'étaient pas des voies, en tout cas, vers lesquelles je m'orientais. Je l'ai découvert un peu par hasard avec une logique qui m'est propre. Suite à une licence de russe, une année en Russie, je me suis orientée vers le français langue étrangère pour être en mesure d'enseigner le français à des étrangers, ce qui me permettait de façon très pragmatique d'aller travailler à l'étranger si je voulais repartir. D'accord. En parallèle, je me suis orientée vers l'informatique qui était en plein développement et dont j'aimais la rigueur, la logique. Et de fil en aiguille, j'ai donc fait une maîtrise de français langue étrangère, une maîtrise de traitement automatique des langues appliquées au russe. Et grâce à ces doubles cursus d'informatique, linguistique et pédagogie, je me suis orientée vers un DESS d'ingénierie multilingue, complété d'un mémoire sur l'apprentissage des langues avec l'outil informatique, qui était à l'époque le CD-ROM. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est ce mémoire qui m'a fait rentrer dans le digital learning et découvrir ce domaine. Le CD-ROM. Là, on remonte presque à la préhistoire de l'informatique. Est-ce que c'était un peu, on va dire, révolutionnaire à l'époque de se diriger dans ce monde du e-learning, surtout pour quelqu'un qui ne se prédestinait pas du tout à ce secteur ? Alors, révolutionnaire, pas de mon point de vue. Nouveau, complètement nouveau, pas commun, ça c'est sûr. L'informatique se développait dans tous les domaines, on sentait que ça bougeait. En DESS, on travaillait déjà sur la traduction automatique, la recherche d'informations. Autant dire qu'aujourd'hui, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Les entreprises n'étaient pas toujours prêtes, mais c'était un besoin qu'on rencontrait de plus en plus. Alors, revenons un peu quand même au début de votre vie, si vous voulez bien, presque de votre carrière, puisque le digital learning, il n'était donc pas encore là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous d'apprendre le russe ou de partir dans ce monde des langues déjà ? Forcément, ça devait avoir un attrait au voyage, une curiosité d'aller voir le monde, je suppose, de partager, et avec des cultures qui n'étaient pas les vôtres. On ne saurait pas expliquer comment je suis arrivée à étudier le russe. Je pense que j'ai toujours eu envie de découvrir le monde, d'aller voir ailleurs ce qui se passait, en fait. Et là, c'était l'occasion pour moi d'aller étudier à Paris, et puis de voyager un peu plus loin. Le russe, les langues orientales m'ont toujours intéressée. Donc, je pense qu'au fond de moi, c'est cette curiosité, après bac, d'aller voir vraiment ce qui se passait dans le monde. Et il n'y avait pas eu de lecture avant par rapport à ça ? Le russe, vous n'étiez pas plongé dans Dostoïevski toute la journée ? Pas plus que ça. Ah ouais, c'est fou. Oui, c'est assez étonnant. C'est rigolo. Ça, je ne l'explique pas trop, c'est une logique qui est propre à moi. Oui, bien sûr. Mais alors, quand vous êtes venu à Paris, c'était pour vos études, ça c'est clair. Puis vous êtes parti en Russie, mais en fait, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes aussi allé à La Réunion, à Strasbourg, à Lille, à Nantes. Donc clairement, c'est ça, c'est le voyage, c'est en vous, quoi.
Alors c'est en moi, en fait, j'ai toujours aimé voyager, mais comme beaucoup de personnes, hein, c'est pas pour ça qu'on va vivre aussi à l'étranger. Non, c'est sûr. Après, je pense que j'ai eu des occasions que j'ai saisies, en fait, d'aller vivre dans différentes régions de France ou même du monde, seule ou en famille plus tard, en fait. Et c'est ce qui nous a aussi un peu portés, enfin, je pense, dans nos projets peut-être professionnels et familiaux en même temps. Donc voilà, effectivement, j'ai fait Paris plusieurs années pour mes études, un voyage en Russie lié à mes études aussi, puis l'occasion de partir m'installer à La Réunion, de revenir en métropole avec Strasbourg, Lille et enfin Nantes. Voilà, cela a été possible aussi parce que j'ai eu la chance très tôt de télétravailler, bien avant le Covid. Encore révolutionnaire. Voilà, d'être embauchée en full télétravail, donc par Tacoma déjà, depuis La Réunion en 2007. Ce sont des conditions particulières à l'époque qui m'ont permis en fait de déménager plus facilement parce que je n'avais pas à quitter un emploi pour me réinstaller ailleurs. Je comprends. Mais avec tout ça, est-ce que vous n'aviez pas finalement une sorte d'aspiration à aller voir le futur, encore un voyage, mais dans le temps, hein, parce que vous me parlez certes de voyage, mais vous me parlez aussi à l'époque, d'une sorte de digital learning avec cette plongée dans l'informatique que vous avez à l'époque. On dirait tout le temps que vous êtes vous avez un temps d'avance. Le télétravail, vous venez de le dire aussi, hein, bien plus tôt que le Covid, où on s'y est tous mis. Donc, est-ce qu'il y a cette envie d'utiliser des outils qui seraient ce qu'on pourrait dire du futur, à l'époque en tout cas, et qui maintenant sont dans la vie de tous les jours? Alors, à l'époque, je n'avais pas cette impression, en tout cas, d'avoir un temps d'avance. Pour moi, ça faisait partie de mon quotidien. C'était les opportunités, les envies, les possibilités que j'ai rencontrées, en fait, qui m'y ont amené. Et il se trouve effectivement que ça m'a permis de faire du télétravail bien avant tout le monde, travailler dans un domaine lié à l'informatique, en constante évolution. Voilà, j'ai eu la chance de saisir les opportunités qui se sont présentées. Et puis d'avoir cette curiosité, en fait, l'envie de voir ce qui se passe, d'essayer, de se challenger, en fait, aussi. Alors, il y a la vie personnelle avec le mouvement et les voyages, mais c'est aussi professionnel, même en étant dans la même entreprise, voilà, d'avoir la possibilité de faire des choses différentes, en fait. Et je pense que c'est lié aussi à un trait de caractère qui va être... Alors, il y a la curiosité, mais il y a cette crainte pour moi de la monotonie. C'est de la peur de faire tout le temps la même chose toute ma vie, peut-être, qui peut être rassurant pour certaines personnes, alors que voilà, je pense que ça va être l'inverse pour moi et ça va être, je pense, ma plus grande crainte en tout cas. Donc la curiosité, encore aujourd'hui, mon métier me permet cela. Je fais le même métier depuis quand même pas mal d'années, mais j'ai la chance de ne pas faire toujours la même chose, de ne pas m'en lasser, d'avoir des clients différents, des projets variés. Oui, et c'est ça. Ce qui me plaît. Il y a vraiment une palette de clients et de choses à faire finalement. Tout à fait. C'est un domaine, voilà, c'est le digital learning, mais dessous, il y a énormément de choses différentes. C'est plein de domaines différents. Ça s'applique à de nombreux domaines, en tout cas. Alors, comment on commence réellement dans le digital learning? En tout cas, il y a 20 ans. Hein, on parlera après de peut-être comment on commence aujourd'hui, parce que ça a dû changer. Peut-être que ce n'est pas les mêmes études. Mais il y a 20 ans, vous veniez pas du tout de ce monde-là. Enfin, j'exagère, parce qu'il y avait quand même l'informatique. Il y avait l'informatique, mais... Personnellement, je ne la connaissais pas sous cette forme-là. Moi, mon frère est ingénieur en informatique, donc voilà, il y a plus cette notion de code, d'usage aussi peut-être industriel, et pas appliqué. Mais pas forcément dans la communication. Ouais. La communication, ça arrivait, mais ce n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, en tout cas. Et il y a 20 ans, enfin voilà, c'est par hasard en fait que j'ai découvert moi le digital learning suite à mon DESS, donc sur l'apprentissage des langues. Avec l'outil informatique, c'est vrai que j'ai orienté aussi ce DESS, mais voilà, les autres étudiants n'avaient pas du tout on était sur de la traduction automatique, on était sur de la recherche d'informations, enfin vraiment de la linguistique appliquée. Moi, je l'ai orienté aussi vers la pédagogie, vers... et l'outil informatique, voilà, comment on faisait avancer les choses. Et j'ai eu cette chance d'avoir un de mes professeurs qui m'a transféré une offre d'emploi sur la création de contenu pour de la formation à distance. J'y ai répondu et j'ai été embauchée en tant que conceptrice pédagogique. C'est quoi d'ailleurs exactement être conceptrice pédagogique ? Alors, la conception pédagogique, c'est l'étape avant la production ou l'animation d'une formation. Donc, qu'elle soit présentielle avec un formateur qui va animer cette formation ou qu'elle soit digitale. Et dans ce cas-là, la production, c'est la création des écrans, des animations, des activités. Donc vous êtes dans l'idée. On va penser cette formation pour répondre à un besoin donc, de formation d'un client, d'une entreprise.
l'ingénieur pédagogique va essayer de comprendre en tout cas les besoins de ce client, les analyser en fonction de la cible apprenant, en fonction de la population à qui on s'adresse, Ouais, que ce soit son âge, son profil, son métier. Puis définir donc des objectifs pédagogiques, analyser aussi un contenu qui va être souvent celui du client, donc échanger avec les experts aussi métiers si besoin, parce que forcément on n'a pas la maîtrise de tous ces contenus qu'on traite en fait, donc on a besoin de cette expertise qui vient du client. Et au fur et à mesure, on va construire une formation et adapter ces contenus ensuite à un support digital, qui peut être pour le smartphone, la tablette ou le PC. Et donc trouver la technologie la plus adaptée pour répondre aux besoins des apprenants. Ça peut avoir différentes formes, que ce soit un parcours digital learning fait de modules, de micro-learning avec des petites capsules de 5 minutes, de 2 minutes, un module de 20 minutes, mais ça peut être la formation présentielle, des vidéos motion aussi qui sont très utilisées, ou en allant jusqu'à de la réalité virtuelle. Donc avant la création de tous ces supports, il y a forcément une réflexion qui va être pédagogique. Donc, l'enjeu va être de donner envie aux apprenants de suivre cette formation, de les engager, peut-être grâce à des activités pédagogiques, de l'interactivité, pour avoir une formation efficace, c'est-à-dire qui va engager, qui va répondre aussi à ses besoins métiers sur le terrain. Voilà, donc toute la conception en fait, d'une formation doit être pensée dans cet objectif apprenant, forcément. Et pour un module digital learning, le concepteur pédagogique va faire la rédaction en fait, d'un synopsis, c'est-à-dire qu'il va structurer cette formation, puis du storyboard dans lequel il va détailler la formation. Donc, il va écrire tous les mots écran par écran, toutes les interactions qu'on va proposer aussi à notre apprenant. Et ce sont ces contenus qui vont ensuite être produits graphiquement et être mis en vie avec les voix off, les animations, les interactions. On a des termes de synopsis, storyboard, on prend des termes du cinéma parce qu'on produit quelque chose de visuel ou d'animé en tout cas, et c'est nécessaire, ce sont nos outils de travail. On a parlé de votre entrée dans le monde du e-learning, mais je me demandais en vous écoutant si donc aujourd'hui, c'était le même chemin qu'on pouvait prendre pour rentrer dans ce monde. Je parle des études, je parle peut-être de gens qui se reconvertissent. Comment on y rentre aujourd'hui dans le e-learning ? Je pense que tous les chemins peuvent y mener, ce qu'on évoquait. La chance qu'on a dans notre métier, ce qu'on disait, c'est qu'on travaille avec différents domaines et secteurs d'activité. Et on a des profils complètement différents aujourd'hui parce qu'on répond à des besoins de formation aussi variés qui vont nécessiter des expertises de tout type avec des cibles apprenants complètement différentes. Donc, il y a un éventail de possibilités assez large. Un concepteur pédagogique ou un chef de projet va utiliser aussi toute son expérience dans la construction de ses formations, avec son bagage, que ce soit ses études, son expérience professionnelle passée. Faut être un créatif un peu quand même. Il y a une partie de création, de rédaction. Comme il y a 20 ans, on peut trouver sa place dans le digital learning sans avoir fait des études dédiées au digital learning. D'accord. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations qui existent dans ce domaine. On peut... Oui, parce que c'est un outil qui est devenu plus commun. Plus répandu, complètement. Et qu'on veut aussi peut-être des experts sur certaines choses. Voilà, on va professionnaliser forcément une demande qui est de plus en plus courante. Enfin, nous, on a des profils qui vont venir du journalisme, de l'ingénierie, du marketing et apprendre le métier de concepteur ensuite sur le terrain. Et donc, pardon, mais il n'y a pas besoin d'un background d'informatique. Pas forcément. Alors, pas à ma connaissance pour le concepteur pédagogique, pour le chef de projet. Oui, puisqu'on a bien compris, vous êtes avant cette partie. Voilà, ouais. Pour moi, c'est de l'ordre de la curiosité aussi, de la faculté à questionner, à se questionner sur un contenu, s'interroger, à faire de l'analyse, à rédiger. Donc, c'est pas de l'informatique jusque-là, parce que voilà, on rédige beaucoup, on est sur de l'écrit, même si c'est oralisé ou mis en scène, on va faire valider des contenus. Donc, il y a forcément une forme qui est appropriée, c'est quand même l'écrit. Donc, il y a un aspect rédactionnel, en fait, qui va être beaucoup plus important et utile que des compétences informatiques. C'est une partie de création.
on n'est pas, nous, dans l'outil comme un directeur artistique ou avec un graphiste, un développeur qui va travailler directement dans l'outil pour créer quelque chose du point de vue informatique. Le concepteur, il part donc d'une page blanche, il va créer une formation pour embarquer les apprenants, mais il n'a pas nécessairement besoin, en tout cas, d'en savoir plus. Alors, votre cas est particulier, on va dire, parce que vous avez une double casquette. On vient d'en parler. Vous avez fait votre carrière en tant que conceptrice, mais maintenant, vous êtes chef de projet. Quelque part, ma question va être toute bête, mais c'est quoi la différence et comment ça s'agence, tout ça? Alors, effectivement, j'ai commencé à travailler comme conceptrice pédagogique et j'ai rapidement souhaité devenir de plus en plus polyvalente au niveau du projet, en devenant chef de projet pour accompagner aussi le client et d'être au cœur de cette relation, mais aussi donc suivre la conception, la production jusqu'à la livraison finale. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes conceptrice, en fait. On est sur la partie conception, forcément. Donc après, le projet, il va ailleurs, mais là, en tant que chef de projet, vous chapeautez tout, quoi. La globalité, du projet, avec tous ces différents acteurs. Vous êtes le metteur en scène, le réalisateur. Chef d'orchestre, je sais pas, mais on va faciliter en tout cas le travail de tout le monde. Et voilà, la gestion de projet, en tout cas, elle va permettre d'avoir cette vue panoramique du projet plus large et qui va servir aussi la qualité, forcément, de la conception au départ. Moi, j'ai toujours gardé une casquette conception parce que c'est ce qui m'anime. C'est votre dada. Ce que j'aime. Pour reprendre le russe comme ça. Mais voilà, mais c'est ces deux métiers en fait qui peuvent être exercés de façon complètement dissociée, mais qui peuvent être aussi entremêlés. On a des profils qui sont et concepteurs et chefs de projet et ça fonctionne très bien. Personnellement, voilà, moi je suis allée vers la gestion de projet aussi parce que j'apprécie la relation client, en fait, qui est très enrichissante, d'être travailler en direct avec lui, ce qui est aussi le cas du concepteur, mais pas sur la globalité du projet. Puis il y a ce côté aussi organisation, coordination, planifier le projet, qui est très intéressante. Oui, c'est ça. Donc, comme vous le disiez, il y a ce côté chef d'orchestre où il y a vraiment le lien entre le monde de la conception et le client de l'autre côté. Complètement. C'est vraiment faire le lien entre le client et les équipes Tacoma qui vont travailler ensemble. Donc, on va planifier ce projet, on va organiser leur travail, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour bien travailler et emmener le projet à terme, en s'assurant bien sûr qu'ils répondent aux besoins du client, des apprenants. L'objectif, c'est pas juste d'avoir un module, un produit à diffuser. En fait, on est dans la formation, donc il faut que ça permette de faire monter en compétence les apprenants sur un contenu, sur des connaissances. On n'est pas sur de l'information. Est-ce que du coup, vous pouvez nous donner un exemple justement d'une formation que vous avez pu créer? Comment vous l'avez mis en place? Comment vous avez fait les recherches? Quelles sont les relations avec soit les clients, soit les apprenants par rapport à tout ce travail? Parce que tout d'un coup, on apprend quelque chose de nouveau à quelqu'un qui connaît déjà son métier. C'est ça qui est aussi assez particulier. Ou en tout cas, on lui parle d'une évolution de son métier. Une évolution de métier, effectivement, ou un besoin de monter en compétences. C'est la formation, ça va être combler un écart de performance qui a été observé à un moment donné en situation de travail, parce que le métier évolue, parce que les outils évoluent. Donc, on va nous répondre à ce besoin. Donc, il y a plusieurs types de projets très différents les uns des autres. On peut travailler sur de la structuration de toute l'offre de formation ou juste sur un module de formation qui va être très précis dans son contenu. Par exemple, pour un client dans l'agroalimentaire qui souhaitait former tous ses collaborateurs à l'analyse sensorielle des aliments, c'est-à-dire savoir déguster un produit, être capable d'en parler de façon objective et donc de dépasser le j'aime pas. L'objectif donc était de développer la culture produit dans le groupe. D'accord. En permettant donc à chaque employé d'être capable en fait de déguster et surtout de qualifier objectivement ses produits, d'identifier le fonctionnement des 5 sens et de l'appliquer aux fondamentaux de l'analyse sensorielle. Donc, comment le fait de voir un produit va influencer la perception d'un aliment, comment l'ouïe aussi joue son rôle. Par exemple, le bruit d'une mousse au chocolat, c'est très particulier. Ah ouais. Au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais ça joue.
Mais c'est incroyable ça. Comment vous avez fait avec votre concepteur ou conceptrice pour vous mettre à leur place et créer une telle formation? Parce que vous-même, vous n'étiez pas des experts de ces produits. Et effectivement. Donc là, on a travaillé avec notre client qui, lui, travaillait aussi avec un prestataire de contenu spécialisé lui, dans l'analyse sensorielle, donc ce rôle d'expert contenu. Et ce sont ces informations-là qu'on a organisées. Et le travail de la conceptrice, c'était de se demander effectivement quelles allaient être les activités à proposer, qu'est-ce qu'on va faire manipuler à l'apprenant de façon digitale, on était sur un module digital, pour que ce soit engageant et qu'il puisse comprendre et s'approprier les concepts qu'on allait lui présenter. Donc on se demande alors comment leur donner envie de suivre cette formation et ensuite de mettre en application ce qu'ils viennent de voir. D'accord. Donc nous, on va essayer de rendre le module le plus sensoriel possible. Donc nous avons pensé, par exemple, une activité où l'apprenant écoute des sons et doit les associer à des produits. Ah, la fameuse mousse au chocolat. Donc, la fameuse mousse au chocolat. Donc, c'est assez étonnant d'écouter le bruit d'une mousse au chocolat, puis celui du beurre qui frit dans une poêle, de pouvoir les comparer et de se rendre compte effectivement qu'il y a une vraie différence. Une différence. Et une autre activité où l'apprenant est invité à lui déguster un carré de chocolat pour se rendre compte du trajet, en fait, des odeurs et celui des arômes. On se dit que pour comprendre en fait le fonctionnement le plus efficace était de sortir l'apprenant du digital pour lui faire vivre en fait cette expérience en vrai et pour qu'il puisse se rendre compte et ensuite être capable d'en parler parce que forcément quand on vit les choses on peut les partager aussi plus facilement. Et là l'apprenant donc était invité en début de module à se munir de chocolat, d'un verre d'eau pour être ensuite guidé dans l'expérience. Alors là, vous nous donnez un exemple assez incroyable. J'avoue que vous m'avez carrément donné envie parce qu'on peut quand même parfois se dire la formation, ça peut être un peu rébarbatif de se retrouver, que ce soit en présentiel ou en virtuel, d'être derrière son écran et d'écouter quelqu'un qui nous parle. Enfin, on pense tout de suite à l'école quand même un petit peu. Là, j'avoue, ça m'a carrément donné envie d'essayer. Mais en tant que chef d'orchestre, comme vous le disiez tout à l'heure, je suppose qu'il n'y a pas que ce côté ultra sympa d'inventer, enfin de suivre sa conceptrice ou son concepteur dans une idée incroyable. Il y a aussi un peu peut-être le côté plus administratif, non ? Faire des plannings, des réunions. Comment vous le vivez, ça, d'avoir cette partie-là dans votre chapeau aussi ? Alors, dans la gestion de projet, ce que moi j'apprécie, c'est ce rôle de facilitatrice, faire travailler les gens ensemble. Alors, j'aime organiser, planifier, m'assurer qu'on va atteindre nos objectifs, en fait, dans le respect des coûts, des délais et de la qualité. Ah oui, j'avais oublié le budget. Ça, c'est toujours important. Là. Donc moi, je suis une chef de projet qui a gardé cette casquette pédagogique, parce que, comme je disais, c'est ce qui m'anime au départ. Et je reste donc très proche de la conception pédagogique. Mais être chef de projet, voilà, c'est aussi voir le projet dans sa globalité, prendre du recul sur ce que nous produisons en équipe et être au plus proche du client pour l'accompagner. C'est ce qui est intéressant. En tout cas, le prestataire et le client ont un objectif commun qui va être celui de la réussite de la formation et de son efficacité. Travailler ensemble est extrêmement enrichissant. Et c'est vrai que on parlait de ce rôle de chef d'orchestre que moi j'apprécie. Il y a un côté un peu aussi touche à tout et au final, comme le concepteur, j'adore découvrir toutes ces compétences, ces métiers, ces entreprises avec qui on travaille. Est-ce que 20 ans plus tard, après avoir travaillé dans ce monde, maintenant vous le connaissez bien, vous l'avez vu évoluer, vous voyez les choses toujours de la même manière? Vous avez vu donc cette évolution de travail, l'évolution du marché. Est-ce que les choses ont réellement changé? Alors, c'est un domaine qui évolue très vite parce qu'il est lié à la technologie et donc aux innovations. Moi, je les vois évoluer. Nous évoluons avec lui au quotidien. Donc, il faut s'adapter aux nouveaux besoins des clients, à cette technologie. Et notre rôle en tant que chef de projet ou concepteur, ça va être d'être force de proposition pour répondre à cette demande. Et effectivement, ça a toujours été en mouvement. C'est sûrement aussi ce qui ne me lasse pas dans mon métier. Comme quoi? Qu'est-ce qui a évolué? Je ne sais pas, en ce moment, tout le monde parle de l'IA. Est-ce qu'on peut parler de ça? Alors, l'IA, c'est le sujet du moment. Donc, l'IA va impacter tous les métiers aujourd'hui, et pas seulement les nôtres.
On travaille déjà avec dans notre quotidien depuis des années. On s'en sert depuis longtemps, on s'en rendait pas forcément compte. Ouais, finalement, c'est pas si nouveau que ça. Voilà. Et alors, dernièrement, tout s'accélère, effectivement. On va l'intégrer dans la conception, dans la rédaction, dans la production. Ça va faciliter certains métiers et aussi les faire évoluer. Personnellement, je suis convaincue que l'humain reste essentiel et central. L'IA est un outil supplémentaire qui va prendre sa place comme les autres et qu'on va intégrer dans nos métiers. C'est très intéressant. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un métier en mouvement, c'est-à-dire que je ne me lasse pas de travailler en fait avec ces technologies aussi toujours en évolution et pour des clients toujours différents les uns des autres. Alors, c'est un métier, mais c'est aussi un environnement finalement. Tacoma a réussi en ayant des métiers assez différents. On le disait au début, la formation, la documentation, la communication, le marketing, l'ingénierie et le conseil. Dans cet écosystème assez large, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, chez Tacoma, qui fait que vous soyez resté 20 ans, combien d'années vous êtes resté chez Tacoma, ouais, et que ce métier presque vous colle à la peau aujourd'hui? Alors, je pense qu'on a eu des opportunités intéressantes pour moi et Tacoma dès le départ. C'est vrai que j'ai commencé en télétravail, éloigné des équipes, ce qui n'était pas commun. Aujourd'hui, je suis en agence, donc en proximité. On a créé ensemble des opportunités de travailler sur des projets différents pour s'adapter à ces évolutions de métier, aux besoins de l'entreprise. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir plusieurs possibilités chez Tacoma, presque plusieurs vies, au départ orientées sur la conception, sur l'ingénierie pédagogique, et d'être au cœur des contenus, puis l'envie de se rapprocher de la relation client avec la gestion et la direction de projet, mais aussi en proximité des apprenants, en formant les clients ou les nouveaux arrivants chez Tacoma. Qu'on a su construire des chemins variés, mais qui ont permis de se renouveler. Et la taille de l'entreprise aussi, le dynamisme des équipes l'a permis. C'est un tout qui a permis d'évoluer ensemble et de faire des choses différentes. En tout cas, pour moi, parce que c'était nécessaire. Est-ce que vos désirs, vos études, donc il y a quelques années, du début, les langues, on l'a dit, la pédagogie, ça vous sert encore aujourd'hui dans votre travail? Ah oui, la pédagogie ou on va dire l'andragogie parce qu'elle s'adresse aux adultes, mais elle me sert complètement. Et donc, c'est ce qu'on disait pour quelqu'un qui aurait envie d'être concepteur pédagogique, qu'importe le milieu, d'où il vient, il va falloir quand même se former à minima à la pédagogie. Vraiment, je pense qu'il faut savoir transmettre, clairement. Effectivement, il faut savoir transmettre aux autres, savoir rédiger. La pédagogie, l'andragogie, c'est indispensable. L'informatique, comme on le disait, moins nécessaire. Moi, j'ai fait des études de programmation informatique, mais aujourd'hui, je ne programme pas. Je laisse ça aux développeurs. Je ne fais pas de graphisme non plus. En revanche, être à l'aise avec le digital est un plus, mais aussi d'avoir une spécialisation dans un domaine comme par exemple l'automobile ou la cosmétique va être complémentaire à cette connaissance de la pédagogie. Moi, j'ai laissé le russe un peu de côté. J'ai toujours un grand plaisir à avoir des modules qui sont traduits en russe et à profiter de mes compétences pour aider si besoin, mais le russe, ça m'a juste permis d'arriver là et je m'en sers pas du tout au quotidien, en tout cas professionnellement. Vous nous avez dit tout à l'heure que le métier évoluait beaucoup. Donc, faut que vous soyez à la pointe de tout ça. Je suppose que vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux vous-même pour peut-être avoir des idées, parce que c'est vrai que finalement, tous ces gens qui ne sont pas dans un métier particulier ont aussi inventé des formats que vous-même, vous pouvez utiliser pour la formation. Complètement. La veille technologique, la veille pédagogique sont très importantes. En fait, quelles vont être les tendances, qu'est-ce qui va fonctionner, tester des nouveaux concepts, des nouvelles technologies. Et voilà, c'est toujours très intéressant de garder aussi pour moi cette casquette de pédagogue qui va aussi dire attention, il faut que ça réponde toujours à un besoin de formation. C'est pas juste avoir une idée super innovante, voilà, si elle ne fonctionne pas et que ça ne répond pas à nos objectifs pédagogiques et que notre apprenant ne monte pas en compétences, elle va pas être utile. Donc à l'arrivée, peut-être qu'il s'est amusé, mais c'était pas le but. Il faut qu'on trouve, nous, cet équilibre qui va rendre cette formation engageante, donner l'envie d'y y aller et de faire monter en compétences sur un sujet. Et ça, vous prévenez le client, je suppose?
C'est là où on doit être force de proposition. Donc, le client a un contenu, des besoins, et nous, on va échanger avec lui pour cadrer le projet, s'assurer que l'on répond aux objectifs pédagogiques, que l'on a bien compris les besoins opérationnels des apprenants. Et donc, il va nous faire réfléchir et voir comment on peut avancer ensemble pour lui proposer une solution qui va être la plus adaptée à la formation, qu'elle soit digitale ou présentielle. Faire du digital learning, ce n'est pas poser un contenu sur une plateforme de formation, c'est le rendre accessible, le rendre assimilable, c'est faciliter la compréhension de ce contenu, c'est-à-dire aider à la montée en compétences. Ce que je constate parfois, c'est que nous sommes à la frontière entre l'information et la formation et qu'il faut être vigilant. Là où la formation consiste à acquérir des compétences, l'information va juste transmettre un message. Donc, c'est tout notre travail de concepteur et de chef de projet aussi pour remplir cette mission. Merci Amélie de nous avoir partagé votre itinéraire singulier en espérant que le chemin soit très long et plein d'innovations dans le digital learning. Merci, avec plaisir. Pour d'autres itinéraires singuliers by Tacoma, rendez-vous une fois par mois sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et sur les réseaux sociaux de Tacoma.